Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous laisse les derniers qui s'installent. Je relève. Très bien. Écoutez, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir répondu à votre invitation pour cette réunion publique, cette réunion d'échange, cette réunion d'information également, dans le cadre des élections municipales, en ce qui nous concerne à Saint-Pierre-du-Mont, dans quelques jours maintenant, pour les 15 et 22 mars prochains. Avant de vous expliquer comment la réunion va se passer, je vais, par politesse, et pour un certain nombre qui ne me connaissent peut-être pas encore, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle donc Éric Mézrich et je suis à la tête de la liste Saint-Pierre-du-Mont, c'est vous. J'ai 53 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants et je suis directeur de marché dans une entreprise agroalimentaire du territoire, pas très loin d'ici. Mais ce qui est important, c'est de retenir, c'est que je suis élu à Saint-Pierre-du-Mont depuis 12 ans maintenant. Un premier mandat de 2008 à 2014 dans une majorité, aux côtés de Jean-Pierre Jullian, alors maire de la ville, où j'ai été son adjoint aux affaires scolaires. J'ai été vice-président de la communauté d'agglomération du Marsan en charge du développement économique. Et j'ai œuvré à ses côtés pour la commune et pour le territoire. Un deuxième mandat dans l'opposition, de 2014 à un mandat qui se termine dans les tout prochains jours, où j'étais un conseiller municipal d'opposition, où j'ai toujours tenté d'être un opposant constructif, en tout cas au plus près des dossiers qui étaient menés et qui étaient proposés par le maire et par sa majorité. Voilà, je voulais le faire de façon très simple. Le déroulé de cette réunion, comment cela va se passer? En 2 temps. On vous propose de faire un bilan de ce mandat, même si on est des opposants, on n'était pas aux affaires, comme on dit. Le maire fait son bilan et c'est tout à fait normal. Nous, vous vous en doutez un petit peu, notre lecture n'est pas tout à fait la même. Donc on veut faire ce bilan, vous l'expliquer, vous donner notre point de vue pour vous apporter un éclairage le plus large possible parce que dans quelques jours, vous aurez à choisir votre prochain maire. Nous aurons à choisir le prochain maire et il nous a semblé important que vous puissiez vous forger une conviction avec des éléments le plus large qui soit. J'ai demandé à Alexandre Arieux, conseiller municipal sortant, qui a décidé de continuer à m'accompagner, de faire ce bilan. Donc, je lui donnerai la parole dans quelques instants. Et dans un deuxième temps, vous êtes là également pour ça, nous allons vous exposer le projet, le programme, les actions qu'on propose de mettre en œuvre pour les 6 prochaines années, si bien évidemment vous décidez de vous élire tout simplement. Donc je vous propose de continuer, une réunion que j'ai voulu relativement courte et concise, on va essayer de faire de façon assez claire. On finira bien évidemment par un jeu de questions, si vous avez des questions, des précisions, des observations, on tentera d'y répondre. Je ne garantis pas d'avoir toutes les réponses, en tout cas on tâchera de vous y répondre. Et enfin, on terminera par un petit verre de l'amitié qu'on a préparé pour la fin de la réunion. Voilà. Donc je vous propose de démarrer tout de suite et je vais laisser la parole à Alexandre Arieux, encore une fois avec qui j'ai travaillé en conseil municipal en qualité d'opposant, constructif, près des dossiers et toujours à l'écoute et des attentes des Saint-Pierrois et des Saint-Pierrois. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Je me présente, Alexandre Arieux, 52 ans, 4 enfants, et je réside à Saint-Pierre-du-Mont depuis 15 ans. J'ai effectué, comme vous l'avez dit, un mandat municipal aux côtés de Jean-Pierre Jullian dans la majorité. Et depuis 2014, je suis élu dans l'opposition aux côtés d'Éric Mézrich.
Proposition que nous avons voulu constructive en allant sans cesse devant de nos administrés pour écouter leurs revendications et faire en conseil municipal des propositions au plus près des attentes des habitants de notre belle ville. Éric m'a demandé ce soir de faire un bilan du mandat municipal passé pour vous aider à comprendre pourquoi nous avons choisi de présenter un programme alternatif à ces élections municipales. Ce bilan, donc, est évidemment un bilan critique et acerbe, ce qui redressifie un peu les oreilles de certains membres de l'auditoire qui étaient dans le conseil municipal actuel. Donc je retiendrai 4 grands domaines qui ont été au centre de nos critiques durant ces 6 années dirigées par l'équipe sortante. Le premier révèle la gouvernance hasardeuse du maire actuel, que lui seul trouve opportuniste et qui a guidé l'élaboration de ses projets. Ainsi, on a pu voir au gré des préemptions de biens fonciers, l'émergence pêle-mêle par ici de projets de logements sociaux, par là de nouvelles voiries, ou encore d'études onéreuses pour la construction au cœur de ville de logements supplémentaires, idées d'ailleurs parfois abandonnées dès qu'elles étaient révélées. Au total, le premier magistrat a préempté pour plus de 600 000 € de biens qui sont actuellement en attente, gelés dans le foncier de la commune, comme aurait pu le faire un promoteur immobilier. Or, on attend du responsable d'une autre collectivité comme la nôtre d'avoir des objectifs stratégiques bien élaborés à l'avance, avec des budgets équilibrés en regard, et de ne pas fonctionner au coup par coup. Le maire n'a jamais proposé au conseil municipal du plan pluriannuel d'investissement basé sur la projection d'évolution des moyens de la commune ou sur les vrais besoins des habitants. D'autant plus qu'il a autorisé la création de 5 lotissements supplémentaires pour près de 400 logements, augmentant ainsi la nécessité d'aménagement. Alors on peut résumer sa politique à j'emprunte, j'achète et on verra. Dans le même sens, on a vu le coût du complexe sportif passer de 5 à 11 millions d'euros au fil du choix d'options techniques supplémentaires, souvent superflues, et au détriment de places de stationnement. Mais le bénéfice pour l'ensemble de la population par rapport à la dépense n'a pas du tout été évalué. En effet, combien de Saint-Pierrois ont besoin de plateaux sportifs aux normes internationales, et d'ailleurs celui de l'entretien futur des installations. Enfin, il a accordé une multitude de permis de construire de commerce le long de la Méditerranée, densifiant ainsi la circulation routière, alors qu'il promettait de régler ce problème d'embouteillage dans sa précédente campagne, choix pour le moins contradictoire. Le second reproche concerne la concentration des investissements de la commune dans le seul projet du complexe sportif. Lorsque vous l'interrogez, M. Bonnet vous répond qu'une grande partie est financée par des subventions qui n'imputent pas les dépenses municipales. Mais à l'arrivée, l'argent des subventions vient toujours de la même bourse, celle du contribuable, à travers nos impôts. D'autre part, contrairement à nous, il a voté pour l'augmentation de la part de l'agglomération sur nos impôts locaux, ainsi que pour l'augmentation des tarifs des services municipaux. Par exemple, la cantine, les salles municipales et le parking de la base nautique. Il est cocasse, d'une part, de se vanter de ne pas augmenter les impôts directs, quand dans le même temps, on fait augmenter les charges portantes sur les habitants. Et où sont donc passés ces grands projets de campagne de 2014 ? J'ai repris en effet son programme. Il nous parlait de la reconversion des zones de friche, de la rénovation des salles du temps libre du forum, d'équipements pour toutes les écoles,
donc sûrement pas assez aux oubliettes, car plus assez de budget. Sans parler des aménagements promis dans les quartiers, les voies piétonnes, pistes cyclables, trottoirs, jeux pour les enfants, là aussi je reprends texto, et de l'état de la voirie, dont il a préféré l'utiliser l'enveloppe pour éponger, mais surtout du conseil. Le maire annonce encore dans la presse, pas plus tard qu'hier, qu'il réfléchit à ses réalisations. Mais un mandat utile pour réfléchir à des promesses qui auraient dû se concrétiser dès 2015, on est sûrement très loin du nouveau souffle annoncé il y a 6 ans. Enfin, il nous permet maintenant de transformer l'ancienne silo, qui n'appartient pas à la commune, de réurbaniser le centre-bourg, de penser à une résidence pour seniors, mais il ne donne aucun chiffre, aucun détail. Le troisième constat souligne l'absence de transparence sur les projets en cours dans notre ville, avec une communication zéro sur leur réalisation. En effet, à aucun moment, les Saint-Pierrois sont invités à des réunions du quartier pour être informés de ce qui se passe, ce qui va se passer à côté de chez eux, sauf quand un lièvre est levé. Le journal municipal ne communique quasiment pas sur les projets en cours ou à venir, mais met en avant uniquement les actions finalisées, même si elles sont anciennes ou distinctes de la compétence municipale. M. Bounet a pu nous accuser de chercher à faire peur en informant la population de certains projets. Et c'est mal connaître le fonctionnement psychologique humain, car c'est bien l'absence d'information qui génère l'inquiétude. Enfin, le dernier domaine déplore l'absence de moyens donnés à chaque citoyen de pouvoir donner son avis et qu'il soit pris en compte sur tout ce qui concerne notre commune. Et pas seulement sur des détails comme le nom du futur complexe sportif, on parle d'un plan de vie. Il n'existe pour moi actuellement à Saint-Pierre-du-Mont aucune réelle démarche de démocratie citoyenne. Et ce ne sont pas les conseils de quartier qui ne disposent d'aucun moyen financier ni décisionnel, on pourrait qualifier d'état de coquille vide, qui peuvent démentir cet état des lieux. Alors, mesdames et messieurs, le chantier reste immense, et c'est la raison pour laquelle nous voulons porter un projet différent, à la fois novateur, mais aussi sincère et raisonné, contrairement aux autres candidats, car nous nous en avons tous assez de promesses électorales non tenues. Je laisse maintenant la parole à Eric pour vous le présenter. Alexandre, merci. Bon, vous avez compris qu'on n'est pas d'accord et qu'on est on veut tourner cette page pour Saint-Pierre-du-Mont. J'espérais que vous l'avez bien compris. Je vais rajouter 2-3 points si vous le permettez. Bon, Alexandre a parlé de manque de transparence, d'une gouvernance opportuniste, et effectivement on l'a pu observer au fil des années depuis 2014. Moi, j'ajouterai 2 petits points. J'ai repris également les engagements de campagne de Joël Bonnet en 2014 quand il s'est présenté au suffrage. Et il avait écrit, d'ailleurs, et je le cite, « Je souhaite instaurer un dialogue permanent avec les Saint-Pierroises et les Saint-Pierrois. » Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit par rapport à l'action qu'il a portée, et en particulier avec ces fameuses préemptions de maisons que vous avez pu tous voir dans la presse il y a quelques semaines encore sur la maison du Pouille, mais Alexandre en a parlé, il y en a eu beaucoup au cœur de ville, la plupart sans réel projet, ou quand il y avait un projet, ça allait à l'encontre de la population. On ne peut plus continuer à travailler de cette façon-là. Donc résultat des courses, il voulait instaurer du dialogue permanent, il récolte de la défiance, il récolte du trouble dans les quartiers, ou alors des pétitions, parce que des pétitions, il en a reçu quand même quelques-unes par rapport à ces maisons préemptées en particulier, où les gens n'ont pas été impliqués et personne ne comprenait vraiment qu'est-ce qui allait se passer. Pour un certain nombre d'entre elles, je dois vous avouer que je ne sais toujours pas ce qu'ils vont en faire. On en parlera peut-être tout à l'heure. Le deuxième point, les conseils de quartier.
Et effectivement, c'était une promesse de campagne que Joël Bonnet a tenue. Il faut le dire. Il les a mis en place extrêmement rapidement après son élection, quelques semaines ou quelques mois après. Sauf qu'aujourd'hui, 6 ans après, qu'est-ce qu'on observe? Il y a beaucoup de Saint-Pierroises et beaucoup de Saint-Pierrois qui ont décidé de s'investir dans ces instances. Ils y sont venus. Il y a eu des réunions, il s'est passé beaucoup de choses. Résultat des courses, quand même, quelques années après, la plupart des présidents de conseils de quartier ont démissionné ou ont baissé les bras, mais pour une raison simple. C'est parce que les gens ont travaillé vraiment dans ces instances, ils ont remonté des informations, ils ont remonté des doléances, sauf que derrière, rien ne redescendait. Donc à un moment, tout le monde s'est aperçu que c'était des coquilles vides, et ça ne fonctionne pas. Donc là, le premier engagement que je peux prendre ici ce soir, c'est que les conseils de quartier, d'une certaine manière, on continuera à les faire fonctionner certainement différemment, mais en tout cas, ce qu'on remettra en place, ce sont de véritables réunions de quartier chaque année, où on viendra échanger avec vous et informer de ce qui se passe, de ce qui s'est passé sur toute l'année, et surtout de ce que l'on veut faire sur l'année d'après. Et ces réunions, on les fera chaque année avant le vote du budget pour être tout à fait clair et tout à fait transparent. Je m'y engage aujourd'hui. Voilà ce qu'on voulait dire. On ne va pas y passer la soirée sur ce qui s'est passé, mais je pense que ce point était extrêmement important pour comprendre pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons décidé de rentrer dans cette campagne et de mener cette liste. Pascal, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, moi je suis extrêmement fier d'être à la tête de cette liste, une liste plurielle, une liste sérieuse, une liste engagée, qui donne une énergie absolument incroyable dans cette campagne, et je tiens à préciser, avec un certain nombre de personnes très engagées dans le tissu associatif, sportif en particulier, au tennis, au foot, au basket. Je crois que nous sommes la seule liste avec des colistiers qui sont engagés dans ce formidable tissu associatif que nous avons à Saint-Pierre. Et je les en remercie. Donc je suis très fier de cette liste et nous faisons campagne depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant, pour essayer d'expliquer ce projet qu'on a, j'ai envie de dire, co-construit avec vous, les Saint-Pierroises et les Saint-Pierrois, parce qu'on s'est imprégné des échanges, alors, avec une certaine expertise d'élus. Je l'ai dit, je suis élu depuis 12 ans à Saint-Pierre. J'ai la modestie de dire que je connais un petit peu notre ville. Et nous nous sommes nourris également des réflexions qu'on a pu avoir ici ou là pour construire toutes ces actions, tout ce programme, tout ce projet. Alors, avant de le décliner, je vais vous expliquer un petit peu comment nous avons travaillé pour construire ce programme, pour construire ce projet. Et nous avons défini 3 axes de travail. Le premier, c'est l'encouragement des solidarités. Parce que c'est quelque chose qui est remonté de façon très forte dans les échanges qu'on a eus avec vous. Et en tant qu'élu, apporter plus de services à la population, ça nous paraît extrêmement important. Du service pour le plus grand nombre et du service pour ceux qui en ont le plus besoin. On reviendra un petit peu dans le détail juste après. Le deuxième point, la machine va moins vite que moi. Le deuxième point, c'est le développement durable. La responsabilité d'un élu local, c'est également de préserver les espaces et de préserver également les femmes et les hommes, par la santé en particulier. On y reviendra également sur un certain nombre de projets qu'on porte sur cet axe-là. Et enfin, le troisième, c'est de développer encore plus de démocratie citoyenne et participative, de façon complètement proactive, de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus positive avec l'ensemble de la population. Donc ces 3 axes de programme, nous les avons identifiés, mais nous nous sommes mis un certain nombre de règles pour le bâtir. La première règle qu'on s'est fixée dans le développement de ce projet, c'est un projet qui doit être réalisable dans le mandat. C'est extrêmement important, avec des choses programmées, avec des choses chiffrées, avec des choses organisées de façon extrêmement claire, réalisables. Peut-être que le projet est moins pharaonique qu'un certain nombre d'autres peuvent porter,
mais on l'assume tout à fait. On est là pour porter des choses réalisables et au plus près des attentes des habitants. Le deuxième point, il fallait qu'il soit fédérateur. Fédérateur, pourquoi? Encore une fois, quand on est élu, quand on est responsable politique, ce qu'on peut faire au niveau local, c'est effectivement monter des actions pour le plus grand nombre d'entre vous, du plus jeune au plus âgé. Et on s'est posé cette question en permanence. Et le troisième point, on a voulu un projet innovant. Alors, innovant dans le sens où on a voulu, comment dire, porter des actions qui n'existaient pas à Saint-Pierre-du-Mont et qui permettent d'apporter de la modernité et mettre en place des nouveaux leviers pour venir, pour vous faire venir à nos côtés, pour travailler et pour que tous les Saint-Pierrois soient des acteurs dans la décision que l'on pourra prendre dans les 6 prochaines années, encore une fois, si vous le décidez. Je vous propose alors de rentrer un petit peu dans le détail de cette action parce que c'est important de savoir ce que l'on propose. Sur le premier axe que j'ai défini, c'est l'encouragement des solidarités avec la mise en place, la création d'une maison pour tous. Je fais une parenthèse, le maire actuel avait promis dans ses axes de campagne d'il y a 6 ans, une maison des jeunes qui n'existe toujours pas. Encore, je ne la connais pas. Donc nous, maison des jeunes, c'est un sujet intéressant, mais on a voulu aller encore plus loin. Pourquoi une maison des jeunes? On veut une maison des citoyens, une maison des Saint-Pierrois. C'est un endroit, comment l'expliquer cet endroit? Un endroit, il faut que chaque Saint-Pierrois puisse se l'approprier. C'est une boîte à service en quelque sorte de cette maison que l'on a voulu. Il va y avoir beaucoup de choses dans cette maison, du lien social, du service et encore du service. Donc on y ferait quoi? Il va y avoir des salles, des pièces, pour que les jeunes puissent se retrouver, les jeunes ou les moins jeunes, pour jouer, pour s'informer, pour discuter, pour porter des projets. Nous allons travailler également sur... Je veux que dans cette maison, nos agents municipaux puissent intervenir plusieurs demi-journées par semaine pour aider les gens dans leur démarche administrative. Aujourd'hui, on a des agents municipaux qui font un travail absolument remarquable à la mairie, en particulier ceux qui travaillent en direct avec la population. Donc, je souhaiterais qu'on puisse les détacher effectivement dans cette maison pour tous, pour venir aider les gens sur des démarches. Je discute avec plein de personnes qui ont des problèmes pour faire un certificat pour une carte grise. C'est très compliqué. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à le faire? On va dans des cahutes qu'on trouve un peu partout à Mont-Marsan, avec les drapeaux bleu, blanc, rouge. On a l'impression que c'est une notion de service public. Ils vous font la carte grise, ils vous prennent 30 ou 40 euros. Non, il faut apporter du service gratuit à la population. Il y aura également un écrivain public qui viendra, encore une fois, aider les gens à rédiger des courriers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide pour faire un CV, pour faire un courrier, un avocat, tout ce que vous voulez. En tout cas, une aide très très forte. Il y aura un point internet également en libre service pour la population. Et de façon plus large, et vous verrez après le lien que ça pourra avoir avec d'autres actions qu'on peut porter, on va mettre en place un panier solidaire à disposition des Saint-Pierrois et des Saint-Pierrois. On va le faire via le CCAS et via la maison pour tous, pour que chacune et chacun puisse avoir accès et forcer peut-être un peu la main à avoir accès sur des produits sains, des produits bons, des produits bio, des produits de circuit court. Alors, on le fera avec un dispositif qui, très sincèrement, aujourd'hui n'est pas complètement clé, mais le principe est de dire chaque mois que chacune et chacun d'entre vous puisse venir chercher ce panier solidaire, alors via un règlement d'intervention qu'il faudra valider, mais avec un principe relativement simple, ceux qui en ont le plus besoin paieront le moins cher dans le panier que par rapport aux autres qui ont peut-être des moyens plus forts, mais qui viendront quand même le faire. Idéalement, si on peut le faire en partenariat avec des producteurs locaux, il y a une agricultrice bio sur la commune, sur laquelle je n'ai aucun doute qui acceptera de venir travailler avec nous pour pouvoir développer cela. Et de façon plus générale, que les gens puissent se retrouver pour boire un thé, un café, pour discuter d'un projet en dehors du tissu associatif, peut-être pour quelques jours, pour quelques mois,
avoir un lieu où les gens puissent se retrouver, retisser du lien social, ça me paraît extrêmement, extrêmement important. Cette maison pour tous, je ne l'ai pas dit, nous l'avons identifiée au Forum des associations, pour ceux qui connaissent, c'est un tout petit peu plus loin ici. Alors, un bâtiment emblématique de la ville, pour ma part, que je souhaite garder. Alors, il faudra le rénover, il faudra le moderniser, mais tout ça est chiffré. Tout ça est chiffré, on sait combien ça coûte. Le budget de fonctionnement a été identifié également, une centaine de milliers d'euros en fonctionnement, et environ 400 à 450 000 euros de réhabilitation de ce bâtiment. Le deuxième axe qu'on a identifié toujours dans la solidarité et aider ceux qui en ont le plus besoin, ça nous a paru important, c'est ce que j'ai appelé le passe-permis citoyen. Bon, c'est quelque chose qui existe dans d'autres communes, vous avez dû en entendre parler. Là, c'est pareil, au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir avec la population, avec des jeunes en particulier, on habite une zone, une zone semi-rurale, on est dans le bloc urbain Mont-de-Marsan-Saint-Pierre, mais Saint-Pierre-Mont est une ville rurale, il ne faut pas se chanter la chanson là-dessus. Et on le voit bien, l'accès à l'emploi est très compliqué parce que souvent, je le sais d'autant plus que je travaille dans l'agroalimentaire, on a beaucoup de mal à recruter parfois. Les jeunes n'arrivent pas à venir travailler à 10, 15, 20, 30 km, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le permis, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un permis de conduire. Bon, on a identifié des jeunes, mais pas que. Et là, encore une fois, au fur et à mesure des discussions, il y a beaucoup de femmes seules, divorcées pour la plupart du temps, qui se retrouvent avec 2 ou 3 gosses, qui sont obligées de repartir au travail. Elles rentreront également dans ce dispositif pour qu'on puisse les aider. Donc le principe est simple, pas question de faire des chèques en blanc, moi c'est pas mon truc. En revanche, on sait ce que coûte un permis de conduire, on connaît tous plus ou moins les règles d'intervention qu'il peut y avoir dans d'autres collectivités, je pense au conseil départemental qui intervient sur un certain nombre de critères. Nous, ce qu'on a défini, c'est de donner 800 euros contre environ 70 heures de travail dans un service municipal, je pense en particulier l'été où les agents prennent des vacances, il peut y avoir des difficultés pour continuer notre notion de service public à faire. Ça peut être de façon bénévole dans le cadre d'une association. En tout cas, il y aura des conventions et on tâchera de le faire de cette façon-là. Pour continuer, j'ai parlé de développement durable. Là, pareil, deux axes importants qu'on a identifiés. Le premier, c'est avoir une politique forte, enfin en tout cas l'accentuer. Elle existe aujourd'hui à Saint-Pierre-du-Mont, faut pas mentir. Elle existe. Les mobilités douces, il y a plein de choses qui ont été faites sur les voies de circulation douce, et je m'en réjouis. Mais en tout cas, on veut continuer et aller beaucoup plus loin. Et le deuxième, c'est le bien manger à la cantine, j'y reviendrai après. Sur les voies douces, il y a un travail à faire, à mon avis, encore plus fort, c'est mener une réflexion. Il faut qu'on mène une réflexion pour pouvoir mettre en place des liaisons interquartiers de façon douce. Il y a une étude à faire. Effectivement, aujourd'hui, il y a des endroits où on me demande en permanence de mettre en place des voies douces et sécurisées pour pouvoir circuler tranquillement à vélo. Je pense à l'avenue Georges Sable. Très sincèrement, j'ai regardé avec des techniciens, je ne suis pas expert en voirie. Mais en tout cas, on m'a dit que c'était très compliqué pour mettre des voies douces à ce niveau-là. En revanche, il y en a une, moi, que je souhaite porter, et je suis extrêmement heureux, extrêmement fier de le porter, parce qu'il semble que je sois le seul en plus à le porter dans le cadre de cette élection. C'est une piste cyclable qui montera à Menace. J'ai été frappé de la façon dont ce projet est fédérateur, et j'en suis très heureux, parce qu'on a identifié dans la politique globale de développement de voies douces et sécurisées, Menace, on va faire la piste cyclable qui monte à Menace. Alors aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, la piste cyclable va jusqu'au lac de pêche, et on va la terminer, on va la monter au moins jusqu'au cimetière. En haut, il y a environ 1 km 100, 1 km 2. Je le dis tout de suite pour ceux qui disent que c'est pas possible.
possible, qui regarde. En tout cas, moi, quand j'annonce quelque chose, j'ai pris soin de vérifier à tout point de vue, que ce soit au niveau technique et même au niveau financier. C'est un dossier qui est chiffré. On le fera alors vite, j'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, c'est un dossier qui est pour moi prioritaire. Prioritaire parce que quand on discute avec les uns et les autres, il est extrêmement demandé pour ceux qui habitent à Valence. Ils veulent descendre à vélo, aller acheter leur pain au centre-bourg ou aller se promener. Pour tous les jeunes qui viennent faire du sport sur le plateau sportif, rugby et foot en particulier, et de façon plus générale, pour l'ensemble des personnes qui soient Saint-Pierrois ou qui soient Montois d'ailleurs, qui viennent se promener tout simplement dans ce superbe espace qui est la zone de menace. Donc moi je suis extrêmement fier et ce projet il fait partie même des points que je mets réellement et complètement en avant dans le travail municipal qu'on souhaite porter dans le cadre de ces élections. Le deuxième, c'est le bien manger. Alors, ce qu'on appelle le bien manger à la cantine, je vais le détailler parce que c'est un peu plus large. Quand je dis bien manger à la cantine, ça concerne la crèche, sur laquelle on a la main, c'est une crèche communale, ça concerne la restauration scolaire dans les écoles, et ça concerne également la restauration dans les EHPAD. Donc bien manger à la cantine, c'est bien manger pour tous les éléments dont on a la main dans la restauration qu'on offre au public. Et là, j'avoue qu'il y a 2-3 points qui divergent avec nos adversaires. J'entends dire que certains veulent mettre des terrains agricoles à Saint-Pierre-du-Mont pour produire des légumes pour les petits Saint-Pierrois. Non mais franchement, est-ce que c'est sérieux? Moi je suis élu, je le suis aujourd'hui, j'espère l'être encore demain, à Saint-Pierre-du-Mont et à la communauté de Tableau. S'il existe bien un sujet de territoire et un sujet communautaire, c'est bien la restauration scolaire. Comment on peut aller expliquer aux gens, moi je vais m'occuper des petits Saint-Pierrois parce que j'ai envie qu'ils mangent bien, et par contre les petits Montois, celui de Saint-Martin-d'Ollier, celui de Pouille-de-Sceaux ou celui de Saint-David, qui continuent à manger comme ils mangent aujourd'hui, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pas sérieux, on ne peut pas faire autre chose pareille. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, ça prouve une certaine ignorance du fonctionnement des collectivités de certains. La compétence restauration scolaire est à la Lyon depuis 2015. Alors, je ne vais pas mentir, on peut la retirer. Ça existe, aujourd'hui il y a un certain nombre de leviers dans la loi qui permet de reprendre des compétences, mais on le vote à la Lyon. Je connais très bien les 18 maires, les 18, je ne dis pas 17, je dis les 18, parce que j'ai pu l'évoquer d'ailleurs avec le maire de Saint-Pierre-du-Mont. Il n'y en a pas un, il me semble, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de revenir en arrière pour qu'on puisse reprendre ses compétences. Dans les écoles, il n'y a pas de cuisine. Moi je vous le dis, ceux qui disent qu'on va faire à manger à Jules Ferry, c'est faux. Aujourd'hui, il n'y a pas de cuisine à Jules Ferry. C'est pas possible. C'est forcément un projet de territoire. Et le troisième point, et vous allez vite comprendre, le troisième point qui s'impose à nous d'une certaine manière pour le traiter de façon communautaire, c'est que la loi va s'imposer à nous en 2022. Alors, je ne veux pas rentrer là dans le détail, il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim. Je la connais bien parce que j'ai participé avec une casquette professionnelle il y a quelques années pour l'élaborer. C'est une loi sur la restauration scolaire et en particulier la fourniture de denrées qu'on va utiliser pour donner à manger à nos enfants et à nos aînés. 50% de produits bio ou de circuits courts pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va aller faire un truc dans son coin alors que dans 2 ans il faudra le faire de façon globale. Donc il faut le travailler de façon globale. Et moi, je le dis tranquillement, je ne suis pas agriculteur, c'est un métier. Hein. Chacun a son job. Donc nous, on va le travailler de cette façon avec une politique volontaire. C'est un secteur que je connais très bien. Hein. Je connais beaucoup de responsables de communautés de communes et des cuistots qui travaillent sur ce schéma-là. À chaque fois qu'ils l'ont fait, ça marche très bien. Il y a 2 leviers. Effectivement, le premier, je ne rentre pas là dans les détails, mais un ticket repas, un repas bio coûte environ 15% plus cher qu'un repas normal. Donc il faut mettre la main à la poche. On est bien d'accord, il n'est pas question de le faire payer aux administrés, on est d'accord. Mais, à part là, il y a 2 points qui permettent d'équilibrer le point d'équilibre, excusez-moi,
sur ce plan-là. Le premier, c'est l'utilisation de produits bio qui permet des remises en œuvre de produits beaucoup plus performants, en particulier sur des protéines animales. Et le deuxième point, c'est avoir une véritable politique anti-gaspi dans les écoles, à la cantine en particulier. Et quand on met en place ces 2 points, les choses s'équilibrent au bout de 2 ou 3 ans, et ça ne coûte pas plus cher, et tout le monde mange bien. Donc je vous assure que, en tout cas, si je suis élu et si je suis délégué communautaire dans les prochains jours, les prochaines semaines, je travaillerai de façon très très active sur ces dossiers-là. Je continue. La notion de démocratie citoyenne et participative. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, tout le monde en parle, on est tous d'accord là-dessus, il faut le faire, il y a ceux qui en parlent et ceux qui font. Bon, nous, on a décidé plutôt d'être proactifs sur ce sujet-là. Et ça, on va parler tout à l'heure, faire des référendums pour savoir le nom de telle ou telle structure publique, en plus, bref, je ne suis pas sûr que ça soit très très intéressant. Nous, on va créer, et là, je parlais d'innovation tout à l'heure, on va créer un budget participatif à Saint-Pierre. Vous vous rendez compte? Pour la première fois, c'est vous qui allez choisir de l'investissement à Saint-Pierre. Parce que le budget participatif, c'est ça. Il faut qu'on arrive il faut qu'on active des leviers, hein. C'est tout un travail que l'on mettra en œuvre. Le principe d'un budget participatif, c'est relativement simple. Nous, élus, on lui enveloppe. Moi, je l'ai même énoncé dans votre journal de campagne à 65 000 € depuis la première année. Il faut être prudent. On verra les autres années. 65 000 €, et là, via un règlement d'intervention, via un jury, effectivement, via des sites internet, voilà, il existe beaucoup de leviers pour que le maximum de Saint-Pierroises et de Saint-Pierrois puissent participer à ce travail-là. Et vous allez faire des propositions. Alors, on en aura 10, 20, 30, 200, j'en sais rien, on verra bien. Mais ce qui est important, c'est que les propositions, c'est vous qui allez les faire, et les propositions, c'est vous qui allez les choisir. C'est ça le budget participatif. Et là, on est vraiment dans une action proactive de démocratie participative, de façon importante. C'est vous qui faites tout. Nous, dans cette affaire-là, les élus, je vais le dire de façon triviale, nous, on va payer juste. On fera rien d'autre. Mais c'est vous qui choisirez, et je pense en particulier, on y reviendra après, dans toute le régime d'aménagement de quartier, où il peut y avoir des projets extrêmement intéressants qui peuvent ressortir dans ce schéma-là. Et bien évidemment, ce budget participatif vient faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les conseils de quartier ou sur les réunions de quartier que je souhaite vraiment réinstaurer à Saint-Pierre. De façon plus rapide, il y a un sujet. Alors celui-là, je ne vous cache pas que je ne l'avais pas vu. Voilà, là, c'est des discussions et des échanges avec un certain nombre de Saint-Pierrois qui nous ont dit il faut avoir des leviers de lien social de façon beaucoup plus forte. Pourquoi pas un jumelage à Saint-Pierre? Ouais, moi je trouve l'idée géniale. Mais là encore, la réponse que j'ai faite à tout le monde, banco, moi je suis prêt. Alors il y a tout un dispositif réglementaire pour aller se jumeler avec une ville européenne. Moi je pense à une ville européenne. Mais il faut que ce soit les habitants, les Saint-Pierrois qui se saisissent de ce sujet-là. Autrement, ça ne marchera pas. Si j'arrive, moi je vous dis voilà, on va se jumeler avec une ville en Italie, en Espagne, je ne sais pas où, et que je vous impose un truc, que je vous jette un canier avec un recueil, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est que c'est vous qui choisirez sur un schéma, je ne sais pas, artistique, culturel, historique, économique. Moi, je ne sais pas, même si j'ai quelques idées, je dis simplement, pour avoir interrogé et discuté avec beaucoup d'élus d'autres territoires pour des jumelages, ils m'ont conseillé simplement de prendre une ville qui ne soit pas trop loin, pour des raisons très pratiques. Le but du jeu d'un jumelage, c'est bien de faire de l'échange. Et pour avoir de l'échange, pour qu'il puisse y avoir plusieurs dizaines de personnes qui pourraient aller dans la ville en question et de la même manière qu'on puisse les recevoir, bon, il faut essayer pas choisir une ville à l'autre bout de l'Europe, parce qu'après c'est compliqué, vous avez bien compris. Mais c'est un sujet extrêmement intéressant et encore une fois très fédérateur et encore une fois qui active une fois de plus les leviers de participation, de démocratie participative. Le troisième point, là c'est pareil, c'est au fil des discussions qu'on a pu avoir,
Le maire a mis en place, et j'en suis très heureux, un conseil municipal des enfants il y a maintenant 2 ans, je crois, qui fonctionne très très bien. Avec la même manière, nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est la création d'un conseil des sages. Alors, un conseil des sages, ça s'appelle également un conseil des seniors. Donc c'est des gens qui viennent travailler au sein d'une assemblée consultative pour la mairie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent apporter le regard expérimenté, la connaissance, le regard apaisé sur un certain nombre de projets, et ils peuvent apporter leur regard et leur avis également sur toute une palette, sur tout ce que proposera la mairie, pas simplement sur ce qu'on appelle le bien vieillir, le sujet qui les intéresse, qui les concerne peut-être plus, mais plutôt de façon globale, encore une fois, levier qui permet de travailler de façon fédératrice, de façon beaucoup plus forte. Les aménagements, je les propose, j'ai choisi de vous les présenter différemment parce que c'est de la solidarité, c'est du développement durable, c'est de la démocratie participative. Bon, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'il me semble que beaucoup de monde le propose. Une nouvelle salle des fêtes à Saint-Pierre-du-Mont, ça me paraît utile aujourd'hui. Bon, cette salle emblématique était, et toujours d'ailleurs, la salle des fêtes principale de notre ville. Bon, Saint-Pierre-du-Mont a évolué depuis 10-15 ans, ça ne vous a pas échappé. Il y a des habitations qui ont été construites tout autour. Compte tenu des nuisances sonores que tout le monde comprend bien, c'est une salle qui est difficilement utilisable pour les soirées en particulier. Et aujourd'hui, c'est quand même un problème. Un jeune couple, ou un jeune d'ailleurs, qui veut se marier à Saint-Pierre-du-Mont et qui veut faire une fiesta toute une soirée aujourd'hui, mais il n'y a pas de ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Je prends l'exemple du mariage. C'est particulier, mais je pense aux associations, je pense à toutes les manifestations qu'il peut avoir. Donc effectivement, la salle des fêtes fait partie des investissements importants qu'on proposera à mener sur les 6 prochaines années. On l'a chiffré, c'est cher, c'est des fêtes. C'est cher. Il faut compter environ 2 millions d'euros pour mettre en place une salle des fêtes. Mais là, c'est pareil, démocratie participative. Nous, on va la financer, on va la faire. Le choix du lieu, on le choisira avec vous. Encore une fois, il y a des implantations pour qu'on évite les nuisances sonores, il n'y en a peut-être pas 50. En tout cas, on va travailler avec vous et on viendra choisir. Encore une fois, moi, la démocratie participative, on ne va pas venir vous demander à faire un vote pour choisir la couleur des crayons ou la couleur de la peinture pour une salle de classe. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On viendra vous interroger sur des choses, sur des investissements d'envergure qui vous concernent tous. Et la salle des fêtes me paraît intéressant, que ce soit sur le lieu, d'ailleurs, ou sur le choix architectural. Parce que c'est important, une salle municipale, il faut que tous les habitants se l'approprient. Donc là, c'est pareil, il y aura du travail à faire avec vous, mais c'est quelque chose qu'on lancera de manière assez rapide, parce qu'il me semble qu'on en a besoin. Alors, les anciens tennis qui sont à l'abandon depuis maintenant près de 4 ans, juste derrière, effectivement, il y a un certain nombre de questionnements, d'interrogations des Saint-Pierrois et des Saint-Pierrois. Là, c'est pareil. Les habits divergent. Il y a de la suite, on ne parle pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, on a beaucoup été interrogés là-dessus, en tout cas. Nous, on propose effectivement de mettre du logement à ce niveau-là, mais du logement communal. Les prix qui flambent dans tous les sens, c'est pas le rôle d'une collectivité de venir ou laisser des promoteurs gagner beaucoup d'argent sur notre dos. Moi, je crois que sur ce type de projet, il faut que la mairie garde la main. Parce que la mairie gagne des sous, moi, ça ne me choque pas. D'accord, quand ça rentre dans les caisses de la mairie, ça va. Quand ça rentre dans les caisses d'un promoteur immobilier, ça m'embête un tout petit peu plus. Donc, je ne vois pas en quoi on irait filer ce terrain-là à un promoteur quand nous, mairie, on peut le gérer en direct. Donc, là, je serais peut-être plus prudent sur le détail du projet, mais en tout cas, je vois plutôt un lotissement communal avec des maisons qui pourraient être jumelées par les garages pour essayer d'en avoir un petit peu plus, avec des espaces de verdure, bien évidemment. Et alors, encore une fois, je le dis avec quelques précautions, mais on pourrait faire certainement entre 22 et 25 maisons. Voilà. Mais, encore une fois, le principe, ce qu'il faut retenir dans cette affaire,
faire du logement communal avec un accès pour les primo-accédants, parce que nous, c'est ce qui nous différencie peut-être avec le maire aujourd'hui. J'ai vu le Sud-Ouest ce matin, j'ai pas bien compris encore une fois, mais il nous expliquera dans les prochains jours, j'imagine. C'est qu'il veut faire venir plutôt des personnes du troisième âge sur le tour de ville à Saint-Pierre-du-Mont. Très très bien. J'ai pas bien compris ce qu'il voulait faire sur les anciens tennis. Si je lis entre les lignes, j'ai cru comprendre qu'il était plutôt favorable à une espèce de maison de retraite privée ou un truc dans le genre. Donc acte. On attendra ces explications. Moi je pense que sur ce lieu-là, il vaut mieux activer des leviers pour faire venir des jeunes familles. On a l'école juste à côté. C'est pour la petite histoire. Saint-Pierre-du-Mont a perdu des effectifs dans les écoles. Je le fais de tête. Quand j'étais adjoint aux écoles il y a 6 ans, on scolarisait environ 830 et 840 élèves dans les 3 groupes scolaires de la ville. Je participe à la commission scolaire de l'agglomération. Les derniers chiffres il y a quelques semaines, je le fais de tête, excusez-moi, je ne peux pas vérifier, je crois que c'est 742 élèves scolarisés dans les 3 écoles. Donc faire venir des jeunes, des primo-accédants sur lesquels on peut leur donner un coup de pouce en termes d'achat immobilier à proximité des services et des écoles, moi, il me semble que c'est un beau projet pour venir apporter de l'animation au cœur de ville en particulier. Le troisième point, j'y passe très rapidement. Bon, cette salle, vous connaissez tous. Moi, pour moi, il n'est pas question de la casser, elle est formidable, elle est belle, elle fait partie de l'identité des Saint-Pierroises, il faut la garder. Elle a plutôt bien vieilli, cette salle, elle est bien. Donc il faudra la rénover, bien évidemment, et la réaffecter. Alors, c'est pareil, on discutera avec vous de qu'est-ce qu'on peut y faire. Déjà, les associations vont venir se jeter dessus parce qu'on sait qu'ils ont besoin de créneaux horaires, ils ont besoin de salles en permanence. Donc on viendra leur fournir un certain nombre de services supplémentaires, en tout cas d'espace pour venir faire leurs activités. Et après, on peut imaginer tout un tas de choses. On peut imaginer une salle d'exposition temporaire pour des expos qui pourraient être faites dans la ville. On m'a même parlé d'un marché couvert. Pourquoi pas? Encore une fois, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais ce que je sais, c'est qu'il faut la garder et qu'il faut la rénover. Les quartiers que j'ai appelés des quartiers délaissés, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est des habitants des quartiers, donc pardonnez-moi de le faire. Il y en a 2 qui ont été identifiés de façon plus forte que les autres. C'est le quartier de Menace. J'ai parlé tout à l'heure de Menace avec la piste cyclable. Bon, ça c'est pour l'ensemble des habitants, c'est pas que pour les riverains du quartier de Menace. On va travailler sur la mise en place de l'éclairage public et de la sécurisation des bas-côtés. Quand je dis sécurisation des bas-côtés, de l'éclairage, on parle bien de la zone qui part de l'IME, du centre de loisirs, jusqu'au bout de la route qui dessert toutes les maisons. Et il y en a aujourd'hui certainement entre 120 et 140 maisons. Il y a une demande de sécurisation, mais tout ça, et c'est là où c'est important, avec un objectif important, parce qu'ils le réclament à corps et à cri depuis des années, et ils ont bien raison, c'est de faire venir le TMA à Menace. Le maire actuel aujourd'hui, il n'a pas réussi à le faire. Alors, pour quelle raison, il faudra lui demander. Aujourd'hui, moi je ne parle que des faits, pour le reste, je ne veux pas rentrer dans le détail. En tout cas, ce que je sais, c'est que le TMA aujourd'hui n'arrive pas à Menace. Donc là, la stratégie est un peu différente, c'est de pouvoir les voir demain, le président ou la présidente de l'AGLO. Je ne sais pas qui ça sera dans quelques semaines, on verra bien. Mais en tout cas, lui dire, regardez, moi élu à Saint-Pierre, j'ai fait le job, j'ai mis de l'argent, j'ai sécurisé une piste cyclable, j'ai sécurisé le quartier, maintenant à vous de faire le job, parce que Saint-Pierre-du-Mont, c'est un contributeur extrêmement important de l'agglo. Il n'y a pas de raison qu'un quartier comme Menace, où il y a 120 à 140 maisons qui habitent, n'ait pas droit au transport public comme les autres. Donc on le fera et on le portera de façon extrêmement active. Le deuxième, c'est la Moustaille. Voilà, alors là, je ne reviens pas sur il y a 6 ans, voilà, ça a été le bal de Trobel dans tous les sens. On leur a promis Monts et Merveilles, on leur a promis tout. Bon, bref, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose à la Moustaille. Je parlais de défiance tout à l'heure et je peux vous garantir qu'à la Moustaille, de la défiance, il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, on a été rencontrés, nous, les jeunes, les moins jeunes à la Moustaille. On a eu pas mal de petites réunions ici ou là avec 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes à chaque fois. Et on s'est nourri, on a discuté.
discuté, on a discuté, et j'ai pensé à un moment que la maison pour tous pouvait venir tirer les personnes de ce quartier de la Moustaine pour venir travailler sur le cœur de ville. Eh ben, je me suis trompé. Il faudra le faire en plusieurs étapes. Le quartier de la Moustaine, c'est pas un gros mot de dire que c'est un quartier pas tout à fait comme les autres. Donc il faut le traiter de façon un tout petit peu différente. Et aujourd'hui, il y a une demande qui est extrêmement forte sur ce quartier-là, d'un lieu de rencontre. D'un lieu de rencontre pour les jeunes, pour les moins jeunes également, mais un lieu où ils peuvent débattre, où ils peuvent travailler, où ils peuvent être pris en charge d'une certaine manière. Je ne reviens pas sur le travail de l'AQM qui fait un travail absolument remarquable sur ce quartier depuis de longues années. Quand je parle de ce lieu de rencontre, c'est venir travailler en complément, bien évidemment, et en concertation du travail qui est fait avec l'AQM sur ce quartier, parce que ces jeunes en déshérence en particulier, il faut activer un certain nombre de choses et continuer à le faire. Je termine sur un projet qui me tient à cœur. J'étais adjoint aux affaires scolaires il y a 6 ans. On me réclamait déjà un petit peu. On l'a réclamé, je crois, pendant ces 6 dernières années auprès de ma collègue élue adjointe aux affaires scolaires depuis 6 ans. L'école Jules Ferry, c'est une école, c'est comme ça, une école qui est très bétonnée. Qui est très bétonnée. Et on s'aperçoit quoi? Le vrai scandale, c'est que les jeunes, ils arrivent au collège en 6e, ils n'ont jamais fait du sport. Parce que les enseignants, sur du béton dans la cour de récréation, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué, ils font pas de sport. Donc aujourd'hui, je sais que c'est réclamé de façon forte, mais voilà, ça c'est un projet qu'on pourra porter très très rapidement. C'est la mise en place d'un city-stade. Alors il se mettra où ce city-stade? Derrière le forum, vous voyez, il y a un petit square. Ça fait toujours la peine de faire sauter un petit espace d'air. Et effectivement, on va l'utiliser pour mettre en place ce city-stade sur lequel on pourra mettre également quelques jeux qui ont été réclamés par les mamans qui viennent chercher leurs enfants à l'école. Alors ce city-stade, on va essayer de le faire de façon assez aboutie, parce qu'il sera utilisé du lundi au vendredi par les équipes pédagogiques et par les agents intercommunaux maintenant qui travaillent sur les temps d'activité périscolaire, sur les fameux TAP. Mais ensuite, on peut imaginer une utilisation le week-end, de façon à mettre en place de l'animation en cœur de ville. Alors, moi, j'ai pas d'avis tranché sur ce point-là, mais encore une fois, on peut imaginer des tournois de foot interquartiers pour venir les faire sur ce city-stade le week-end et mettre en place de l'animation en cœur de ville qui en a bien besoin. Je vais m'arrêter tout de suite. J'ai certainement oublié beaucoup de choses. Alexandre a parlé du parking payant à Menace, qui est un véritable scandale. Et ça, vraiment, je suis dans une colère depuis 2 ans que ça a été fait. J'ai suivi, moi, ce dossier qui a été mis en place par Jean-Pierre Julien à l'époque, qui était maire de Saint-Pierre-du-Mont et qui était président de l'agglomération, qu'il avait mis en place en 2004. Dans une vocation sociale extrêmement forte, et là, pour aller récupérer quelques milliers d'euros, le maire s'est couché à l'agglo, au lieu de taper sur la table et de dire non, cette structure à Saint-Pierre, il faut la garder gratuite pour tout le monde. Et malgré ce qu'il raconte, la fréquentation est très très nettement en baisse. C'est un véritable scandale, et je peux vous garantir que ce truc-là a choqué de façon très très forte les secteurs. Et on se battra effectivement, ce parking redeviendra gratuit si vous décidez qu'on revienne aux affaires. J'ai certainement oublié beaucoup de choses. Il y en a plein, des projets, vous avez vu, on a plein de projets réalisables, innovants et fédérateurs. Je vais faire une toute petite pause pendant 2 minutes, histoire de boire un peu d'eau. Je vais laisser la parole à Dominique Paris, un de nos colistiers, qui connaît extrêmement bien notre collectivité et la ville de Saint-Pierre-du-Mont, pour y habiter depuis de très très longues années. Il va nous faire un petit point pour vous expliquer la stratégie financière également, parce que tout ça est important, mais tout est une histoire d'argent, et c'est important qu'on puisse donner un certain nombre de clés, un certain nombre d'éléments, toujours de façon transparente. Dominique. Bonsoir. Je vais commencer donc par me présenter brièvement. Donc, Dominique Paris, j'ai 62 ans. Je suis fonctionnaire hospitalier. J'exerce actuellement les fonctions de directeur des ressources humaines dans un centre hospitalier
d'un département voisin, le Gers pour être précis. Pour vous montrer mon ancrage au sein de l'agglomération montoise, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je vis dans le secteur. J'ai exercé les fonctions de DRH au centre hospitalier Sainte-Anne avant qu'il ne fusionne en l'an 2000 avec le centre hospitalier d'Aînés, où j'ai exercé ces fonctions de directeur des ressources humaines, donc sur l'ensemble des sites, l'Aînés, Sainte-Anne, Louvière et Vazeilles. En 2008, à l'initiative de Jean-Pierre Julien, j'ai accepté le poste de directeur du CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale, et à ce titre, j'ai participé à la création et à l'ouverture de l'EHPAD de Saint-Pierre-du-Mont. En 2012, j'ai occupé plus précisément les fonctions de directeur des 3 établissements des EHPAD, Jeanne-Moléon, Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Donc autant dire que je connais assez correctement le milieu des collectivités locales, notamment par les fonctions que j'occupais au sein du CIAS. Voilà pour les présentations. Et Eric tout à l'heure faisait allusion à l'ancrage d'un certain nombre de membres de notre liste dans le tissu associatif. Alors pour la petite histoire, sachez que j'ai occupé pendant 8 ans, précisément de 2000 à 2008, les fonctions de président d'un club de foot voisin qui est leader dans le département. Donc je pense que ça vous aidera à comprendre. Jaune et noir. Voilà. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Alors ensuite, à l'enthousiasme et à la verve d'Éric, moi je vais vous dire quelques mots simplement sur les finances locales. À mon sens, elles doivent s'appuyer sur un triptyque qui est assez simple, la rigueur, la transparence et la sincérité. La rigueur, pourquoi? Parce que pour l'essentiel, un budget communal a 2 modes d'approvisionnement en ressources. C'est la dotation globale de financement qui est versée par l'État. Et vous savez, vous avez pu entendre parler que cette dotation diminuait de manière sensible d'année en année. Et à titre illustratif, sachez que cette dotation globale de financement de l'État qui est reversée aux communes a été minorée de 730 000 € entre 2013 et 2017. Ce qui ne me paraît rien, même si en 2018 et 2019, ça s'est à peu près stabilisé. Ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément de financement, ce sont nos impôts. Et donc, si d'une part la dotation globale de financement décroît, et si on veut maintenir un niveau d'activité similaire, mais il n'y a qu'une ressource possible, c'est la fiscalité. Donc il faut être extrêmement vigilant pour que ces taux de fiscalité n'augmentent pas d'année en année et soient, si possible, maintenus. Il y a une incertitude dans ce financement, je le rappelle, c'est les recettes qui sont attendues avec la suppression progressive de la taxe d'habitation. Alors, le gouvernement s'est engagé à restituer aux communes, au centime près d'euros, les recettes antérieures de taxe d'habitation. Bon, nous verrons ce qu'il en est dans les prochaines années, puisque ça court encore pendant 1 ou 2 ans. Mais par expérience, il y avait eu à peu près le même discours de l'État à propos des conseils départementaux lorsqu'on a confié aux conseils départementaux la gestion des finances de la dépendance. Donc espérons que les collectivités locales, et en particulier les communes, ne connaîtront pas le même désagrément que le désagrément commis par les départements il y a quelques années. Alors un budget communal, c'est à la fois peu et beaucoup. Pour Saint-Pierre-du-Mont, c'est 18,5 millions d'euros environ, à peu près équivalent en section de fonctionnement, en section d'investissement, auquel il faut ajouter 3 budgets annexes, l'eau, l'assainissement et le pôle santé. Donc 18,5 millions d'euros pour une ville de 10 000 habitants, c'est quelque chose de correct, mais il convient de gérer avec rigueur. Et pourquoi avec rigueur? Parce qu'au-delà de l'hypothétique augmentation des taxes locales, ce qu'il faut maîtriser, c'est aussi avoir une capacité de pouvoir dégager de l'autofinancement, c'est-à-dire de l'épargne, comme dans un ménage. Si vous voulez investir, et si vous avez une bonne épargne, vous pouvez mieux investir et avoir moins recours à l'emprunt. Or, cette capacité d'autofinancement,
résulte directement de la maîtrise qu'on peut faire des crédits, dépenses, recettes en section de fonctionnement. Et cette capacité d'autofinancement, force est de constater que pour la commune, depuis 3-4 ans, celle-ci s'est sensiblement dégradée, et ce qui fait que, de fait, par tête d'habitant, la capacité d'autofinancement, l'épargne nette en quelque sorte, s'est trouvée diminuée de moitié entre 2014 et 2017. Elle était environ de 60 € par habitant, c'est-à-dire que chaque habitant générait une capacité d'épargne de 60 €. Aujourd'hui, elle n'est plus que d'une trentaine d'euros. Quelle est la raison de cela? La raison, c'est la politique d'investissement qui a généré un fort recours à l'emprunt au cours des dernières années. Et en particulier en 2017, la ville de Saint-Pierre-du-Mont a contracté un emprunt de 5 millions d'euros, dont 3 millions d'euros ont été immédiatement mobilisés pour le financement du COSEC, et 2 millions d'euros qui ont dû ou doivent être mobilisés prochainement pour clore les divers travaux liés au COSEC et à la piscine. Donc simplement, ce que je voulais dire aussi, c'est que du fait de ce recours massif à l'emprunt qui a été ciblé sur une seule opération, parce qu'en définitive, ce poids de l'emprunt sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont est quasi exclusivement lié au financement des opérations du COSEC et de la piscine. Avec, là aussi, je crois qu'Éric l'a rappelé tout à l'heure, un projet qui, au final, a été, dans son financement, dans son coût, plus exactement, multiplié par 2 par rapport au projet initial, puisqu'on termine, grosso modo, je porte tout en contrôle, à 12 millions d'euros, avec un projet initial qui était de l'ordre de 5,8 millions. Donc il est évident que lorsqu'on multiplie une opération de cette envergure par 2, les incidences sur la maîtrise et la gestion de la commune sont une évidence. Et pour illustrer, je terminerai par 2-3 chiffres. La capacité qu'avait la commune à rembourser sa dette en 2014, ça représentait 1 an et demi environ. 1,6 années, c'est-à-dire que ça représentait 1,6 années de fonctionnement, la possibilité de rembourser immédiatement la dette. Ça, c'était en 2014. En 2016, on était à 5 années, et en 2019, nous sommes à 7 années. Donc ça montre de manière automatique que la ville s'est endettée. Elle reste encore dans des clous raisonnables, puisque pour une collectivité comme la nôtre, on estime que jusqu'à une dizaine d'années, 11 ans, on est quand même relativement sain. Pour autant, il ne faut pas que dans les années à venir, en particulier dans la prochaine mandature, on aggrave sensiblement ce taux d'endettement, cette capacité à pouvoir investir dans la vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux d'endettement a une répercussion directe sur les finances et sur les acteurs locaux et les citoyens que nous sommes, puisque le poids de la dette par tête d'habitant a été multiplié par 2 en 3 ans. Il était environ de 23 € par habitant en 2014, il est aujourd'hui de 45 €. Voilà. Donc notre ambition, c'est d'une part de ramener peu à peu le taux d'endettement en deçà de ce qu'il est aujourd'hui pour essayer de revenir à ce qu'il était dans les années 2014-2015, c'est la première des choses, tout en n'ayant une politique néanmoins d'investissement relativement volontariste. Pour cela, et Eric l'indiquait tout à l'heure dans son propos introductif, notre volonté, c'est d'une part de faire les choses pendant le mandat. Il ne s'agit pas de lancer des chantiers pharaoniques, comme tu as utilisé l'expression, mais de faire des choses concrètes et qui soient maîtrisables budgétairement et financièrement. Si on ne prend pas cette précaution, à l'évidence, ce sont les citoyens de Saint-Pierre-du-Mont, c'est-à-dire vous et nous, qui en seront les contributeurs principaux. Voilà ce que je peux dire très brièvement.
Merci Dominique. Donc, vous avez bien compris que ce qui nous a aidé dans ce mandat, ce qu'on critique, c'est pas tant l'investissement qui est fait. Effectivement, une commune qui investit, c'est plutôt bien, c'est plutôt sain. Ce qu'on reproche, effectivement, c'est que l'investissement a été ciblé que sur un projet d'envergure pour la commune et de façon assez mal maîtrisée. On en a déjà parlé, je reviens pas là-dessus. Il y a deux sujets, pour arriver vers la fin, il y a deux sujets que je voulais évoquer, ce que j'ai appelé des sujets polémiques. Bon, parce qu'ils sont sur la table aujourd'hui à Saint-Pierre-du-Mont avec un certain trouble. Le premier, c'est la préservation des espaces verts. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Enfin, ça fait des années que je le dis en tapant sur la table parfois. Bon, je pense que Saint-Pierre-du-Mont, en tout cas c'est mon point de vue, a besoin de faire une pause en matière de développement immobilier et de travailler de façon plus proactive sur la préservation des espaces verts. Il y en a un en particulier, moi, sur lequel je suis extrêmement vigilant. Ces menaces, en particulier cette zone qu'on a souvent appelée le poumon vert de Saint-Pierre-du-Mont. Quand je dis vigilant, c'est parce que le maire a un discours flou. Vous connaissez la phrase, hein, quand c'est flou, il y a la loupe, c'est ce qu'on entend régulièrement. En tout cas, quand on l'interroge, il nous répond souvent un camping. Non, vous inquiétez pas, on ne fera pas de camping, ça c'est vrai qu'il le dit de façon publique et de façon claire, mais en rajoutant une structure d'hôtellerie de plein air, on doit y réfléchir. Une structure d'hôtellerie de plein air, moi je ne sais pas ce que c'est un camping. C'est un camping, ça veut dire que des tentes et des caravanes, non, mais des bungalows, oui. Donc nous, on le dit clairement, on l'écrit, on le dit, non à un camping à menace. Même pour 30, 40, 50 ou 80 bungalows, vous vous rendez compte, aller détruire cette zone absolument fantastique qui sert absolument à tous les habitants de ce territoire pour 50 bungalows qui serviraient 2 mois par an à aller venir y faire des routes, à mener l'eau, l'électricité. Nous y sommes tout à fait opposés à ce sujet-là. Je veux le dire de façon simple, de façon claire, mais sans ambiguïté. Le deuxième, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir. Il y a un certain nombre de personnes qui racontent que Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan va fusionner. Voilà. Les bras m'en tombent, comme dirait l'autre. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le problème, c'est que deux choses. Je vous le dis de façon très simple, c'est un sujet qui n'existe pas. C'est un sujet qui n'existe absolument pas sur le territoire, quels que soient les élus, quels que soient les candidats. Je les connais tous assez bien, je peux vous garantir que ça n'existe pas. Mais, vu que le sujet est arrivé sur le débat, et que d'une certaine manière, on nous oblige presque à y répondre. Alors on va y répondre, enfin, en tout cas je vais le faire. Je suis tout à fait opposé à quelque fusion que ce soit avec la ville de Mont-de-Marsan. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Saint-Pierre-du-Mont a une véritable identité, et bien évidemment qu'il faut la garder. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler en bonne intelligence avec la ville de Mont-de-Marsan à chaque fois que cela est possible. Et je crois que c'est déjà le cas sur un certain nombre de choses. On continuera à le faire sans aucun problème. Je prends un exemple qui n'existe pas aujourd'hui, qui pourrait être mené demain, la sécurité. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'avis tranché, mais demain, on aurait peut-être besoin de travailler sur une police municipale. Ce n'est pas incongru. La majorité des villes de 10 000 habitants en France se dotent d'une police municipale. Et là, si demain on doit faire quelque chose, ça sera forcément dans une convention pluricommunale qui pourra être faite avec la ville de Mont-de-Marsan. Plus efficient, plus efficace, avec un coût maîtrisé. Moi, ça ne pose pas de problème. Mais pas de fusion, ça n'a pas de sens. Et je terminerai juste en disant, vous savez, avec de l'eau froide et avec de l'eau tiède, on ne fait pas d'eau chaude. Donc, j'espère que le message est parfaitement clair sur ce sujet-là, que j'ai nommé un non-sujet. Ce n'est pas un, mais bon, on nous interroge, on y répond. Écoutez, je vous remercie. Je vais maintenant clôturer cette réunion avant de vous donner la parole si vous avez des questions. Ce projet, j'espère que vous avez compris le sens de notre engagement. C'est un projet qui est élaboré avec vous. C'est un projet qui a été rédigé
Pour nous, humblement, nous voulons simplement améliorer le quotidien de chacun dans la ville de Saint-Pierre-du-Mont, dans tous les quartiers que ce soit. Budget participatif, maison pour tous, pistes cyclables, des projets fédérateurs qu'on a envie de porter de façon programmée, de façon organisée, de façon chiffrée. Et je voulais vous dire que dimanche, enfin ce dimanche-là, il est les premiers, le dimanche 15, qu'est-ce que je peux vous dire? Venez voter, c'est extrêmement important. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles, parlez-en à vos voisins. Venez voter, c'est important. Mobilisez-vous. Nous, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a besoin de vous et on compte sur vous dimanche 15 mars. Je vous remercie. Alors avant d'aller boire un verre, moi j'ai soif, je ne le cache pas. Si vous avez des questions, on peut tenter d'y répondre. On essaiera de le faire. Bon, je ne vais pas vous donner le micro, mais on voit le porte, tout le monde m'entend. Voilà, bonsoir. Je voulais vous poser la question. Êtes-vous bien soutenu par la ARN? Êtes-vous bien soutenu par la ARN? Par la ARN. Ah, Excusez-moi, j'avais pas compris. Je vais vous répondre clairement là-dessus. Oui, oui. Je vais vous répondre, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, il y a deux choses. La première, que les choses soient claires, nos ambulistes déposés à la préfecture, vous pouvez le vérifier, hein, vous aurez l'occasion de le faire, sans étiquette. Une liste sans étiquette, ça c'est le premier. Le deuxième, effectivement, la République en marche nous soutient, me soutient en tout cas, à Saint-Pierre-du-Mont dans le cadre des 7 ans. Mais sachez que nous, on leur a rien demandé, ils nous soutiennent pour des raisons simples, c'est parce qu'on porte un projet progressiste, un projet humaniste, un projet qui correspond à ces valeurs de solidarité, de développement durable. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Vous savez, c'est une élection locale, mais je vous ai répondu. Hein. Et j'ai pour habitude de dire que mon parti, enfin en tout cas mon premier parti, c'est Saint-Pierre-du-Mont. Voilà, monsieur. Merci. Et j'en aurai une deuxième, si c'est possible. Est-ce que vous êtes bien soutenu, est-ce que vous soutenez bien Daillot et Darieux-Sec à l'agglomération? Excellente question. Alors, je m'attendais pas à ça. Bon, c'est un piège. Non, aujourd'hui, moi, je ne soutiens personne. Aujourd'hui, moi, je soutiens Éric Mézières à Saint-Pierre-du-Mont. Moi, c'est moi que je soutiens aujourd'hui. Mais j'ai bien compris le sens de votre question. Aujourd'hui, moi, je ne m'occupe pas des élections à Mont-de-Marsan, je m'occupe de celles à Saint-Pierre. Après, je vois le sens de votre question. Il va y avoir des élections à la communauté d'agglomération, où les élus communautaires, en particulier ceux de Mont-de-Marsan, ceux de Saint-Pierre et ceux des 16 autres communes seront représentés. Aujourd'hui, moi, je soutiendrai celui, vous savez, qui porte les mêmes idées, les mêmes programmes pour l'agglomération, enfin, pour l'intercommunalité ou pour le territoire. Il y en a plusieurs, j'en ai cité. Quand je veux que le bus à Menace vienne, c'est un sujet communautaire, parce que la compétence transport, elle est à l'aglo. On n'en a pas parlé sur les écoles, sur les équipements numériques à l'école. Si l'aglo, le candidat qui est plus proactif sur ce sujet-là, on ira plutôt vers celui-là. Le bien manger à la cantine, la restauration scolaire, on ira vers ceux qui portent les mêmes idées que nous, tout simplement. Donc aujourd'hui, pour répondre clairement à votre question en passant, je m'occupe de Saint-Pierre, je m'occupe pas de Mont-de-Marsan. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est possible, alors pour terminer, vous avez parlé de la fusion, que vous n'êtes pas au courant, mais comment se fait-il qu'étant donné que le maire actuel avait le maire de Mont-de-Marsan, sont tout à fait au courant, mais quand on leur parle de la dette par habitant Saint-Pierre et Mont-de-Marsan, plus personne ne connaît. Ah, là il faut m'expliquer le pourquoi, parce que déjà il faudrait expliquer aux gens la dette par habitant à Saint-Pierre et la dette par habitant à Mont-de-Marsan. Vous allez voir la différence. Plus de 1700. Voilà. 1600, À Mont-de-Marsan. Ouais, voilà. Saint-Pierre c'est 400. 540 euros. Elle était à 426 en 2018, elle est passée à 500 à 504 la dette par habitant quand elle était à, je vais peut-être à 200,
216 € en 2014. Voilà. Et donc, dès qu'on aborde le prix, le montant, il n'y a plus personne qui sait. Personne ne sait quoi. Il n'y a qu'une personne qui le sait, bon, je ne vais pas nommer le nom, mais il n'y a qu'une seule personne qui se présente et qui le sait. La fusion entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre. Mais dès qu'on aborde le sujet de l'argent, il n'y a plus personne qui est au courant. C'est pour ça que moi je suis étonné quand vous dites que vous êtes au courant. J'ai pas dit que j'ai pas été clair, je ne me suis pas exprimé. Ah bon. J'ai dit que je ne suis pas au courant sur ce sujet de fusion entre la commune de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre, tout simplement parce que de mon point de vue, je connais un peu les élus de tous bords de Saint-Pierre-du-Mont, de Mont-de-Marsan, du territoire, avec qui je discute très régulièrement étant élu à Lago également. Quand je vous dis que personne ne parle de fusion entre les deux villes, c'est ça que je veux vous dire. Après, la dette de Mont-de-Marsan, c'est pas le sujet d'ici. La dette de Saint-Pierre-du-Mont, vous avez raison. Je crois que monsieur, vous avez un petit journal dans la main. Voilà, où je rappelle effectivement la dette par habitant, effectivement, de 2014 à 2018, c'est un fait. C'est des chiffres que vous pouvez aller récupérer. Non, mais c'est juste. Par contre, excusez-moi tout de suite, la dette à Mont-de-Marsan, elle est de plus de 1500 € par habitant pour une durée de plus de 10 ans. Quoi. Et bon, comme vous dites, c'est flou, donc il y a un loup, vous avez dit ça tout à l'heure, et il y a aussi des petites communes, c'est comme ça que le bruit est né, on va dire, qui vont être absorbées, soi-disant, par la ville de Mont-de-Marsan aussi. C'est un projet, des petites communes. Donc, est-ce que Saint-Pierre-du-Mont va faire pareil? C'est ça pour... Écoutez, moi, excusez-moi, je vais vous faire la même réponse. Ouais. Et encore une fois, je discute avec, que ce soit les petites communes, comme vous dites, ou les élus de Mont-de-Marsan, ou même les élus de Saint-Pierre. En tout cas, de mon point de vue, je vous assure, je n'ai jamais entendu parler de fusion. Personne parle de fusion des communes, que ce soit avec les communes rurales, ou que ce soit avec la ville de Mont-de-Marsan ou la ville de Saint-Pierre. Encore une fois, la dette est un sujet. Oui. On n'est pas là pour parler de la dette de Mont-de-Marsan, c'est pas mon sujet. Mais il faudra en parler avec les élus et les candidats en toi. Nous, à Saint-Pierre-du-Mont, on parle de la dette par habitant qui a effectivement augmenté. Mais encore une fois, on le dit de façon claire. En dénonçant cette dette qui augmente, on dénonce effectivement l'investissement qui est mal hiérarchisé, qui est mal étalé. C'est ça que l'on vit. Après, je vous dis, moi, la fusion des communes, moi j'y suis opposé. Enfin, encore une fois, le sujet n'existe pas, mais si vous posez la question, j'y suis opposé par rapport à tout un tas de choses, en particulier cette identité saint-pierroise que l'on doit garder, ce qui ne nous empêche pas de bien vivre avec les montants. Le bassin de vie, pour un Saint-Pierrois, le bassin de vie, il a Mont-de-Marsan, il ne faut pas se chanter la chanson. On va au restaurant à Mont-de-Marsan, on va faire nos courses à Mont-de-Marsan. Non, mais à Saint-Pierre-du-Mont, il y a aussi des grandes entreprises comme Delpera qui font vivre la communauté. Et il n'y a pas que Mont-de-Marsan, je veux dire. Donc, mais vous avez parfaitement raison, voilà. avec un dynamisme économique assez fort à Saint-Pierre-du-Mont, vous avez raison. je connais très bien, j'y bosse pendant plus de 15 ans. Je viens du monde agroalimentaire, je connais Voilà. parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Je vais réviser en même temps les chiffres. Monsieur, je vous remercie de me donner la parole. Il y a plusieurs questions que j'aimerais vous poser. Ouais. Non, mais je vais être succinct. Au niveau des investissements dans la ville, donc il y a eu quand même il y a eu plusieurs projets qui ont été construits, qui ont été faits, le COSEC bien sûr, il y a eu le complexe tennistique, le pôle médical à la Mousteille, entre autres, et toutes ces constructions ont eu des subventions. Alors tout à l'heure, quand vous avez parlé des subventions, je crois que c'est M. Larieux qui a parlé de ça. Il a dit que ça restait de l'argent du contribuable, soit, mais moi quand j'achète une voiture et puis que le gouvernement me donne une prime, même si ces mots, c'est les impôts, je le prends quand même.
Pourquoi, et vous n'êtes pas le seul, parce que toutes les autres listes font la même chose, pourquoi vous ne parlez pas des subventions quand vous parlez aussi du prix que toutes ces constructions on a dépensé pour ces constructions? Merci de votre question. Bon, alors, je réponds de façon extrêmement claire. Il y a des subventions, vous avez raison, mais vous savez pourquoi on n'en parle pas? Parce que tout le monde les a en permanence. Je vous assure que Joël Bonnet n'a pas fait des éclats, n'a pas fait un exploit d'avoir 40% de subventions sur le COSEC. N'importe quel élu en France, quand il pense ce type de projet, il a exactement la même. C'est des règlements d'intervention dans toutes les collectivités qui sont très classiques. Alors effectivement, on veut dire, waouh, c'est super, c'est génial. Voilà, c'est ce qui se passe habituellement. C'est pour ça qu'on l'a pas relevé. Nous, on relève le coût global, parce que c'est ça qui est quand même intéressant. Vous avez raison, ces projets sont subventionnés. Vous avez raison de le dire. On ne l'a pas caché non plus, hein. Mais ce qui compte pour les habitants, c'est de savoir combien ça a coûté au global. Mais bon, on ne va pas faire de polémique non plus. Que j'avais faite à M. Bonheur quand il participait. Prenez l'exemple de la voiture, s'il y a des subventions, vous les prenez, et c'est pas pour ça que vous allez acheter le Ferrari si vous avez besoin d'une petite voiture. Donc à partir de là, en effet, la question est de l'investissement aujourd'hui, de la hauteur de l'investissement, et même si les subventions sont là, plus on met un montant d'investissement important, plus il y aura une part de la commune qui sera nécessaire. Merci de cette précision. Monsieur. Je me rappelle plus trop de ce que je voulais dire. En fait, moi je m'interroge, rassurez-vous, je n'ai pas monté de liste à Saint-Pierre-du-Mont, mais je m'interroge toujours en tant que citoyen, je la pose souvent aux différents prétendants maires de Saint-Pierre. On parlait de fusion tout à l'heure, mais en fait, avec les agglos ou les communautés de communes dans d'autres régions, en fait, on parle de fusion. Mais pour moi, la fusion, elle existe déjà pour répondre à différentes interrogations. Pour moi, je suis un contributeur comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'elle existe. Parce que dans les agglos, je ne sais pas si vous êtes élu, je crois, monsieur, on mutualise. Je vois un exemple ici sur la commune, le pôle culturel qui est juste à côté, il appartient à l'agglo. C'est une mutualisation. Nous sommes obligés maintenant de faire ce genre de structure en mutualisant. Je pense que la ville de Saint-Pierre-du-Mont, à l'époque, elle avait 8000 habitants, n'aurait pas pu faire le pôle culturel. Donc, je pense que fusion, mutualisation, il faut essayer de... Après, quand on parle de petites communes, moi je vois beaucoup en France, petites communes de 400-500 habitants, d'ailleurs on voit beaucoup de maires qui ne se représentent plus, hein, ils sont obligés de mutualiser, parce que c'est impossible maintenant de faire des structures, des grandes structures, si on ne mutualise pas. Voilà. Maintenant, mon interrogation était plus encore personnelle, moi c'était pour répondre à M. Paris, je crois tout à l'heure, j'ai apprécié ce qu'il a dit, parce qu'il faut, vous en tant que prétendant maire, maintenant, avec la suppression, donc ça je m'interroge beaucoup, de la taxe d'habitation en 2023, je crois, hein, effective pour tout le monde. Bon, je pense qu'ici, il y en a pas mal qui la payent encore. Hein. Donc des futurs élus comme vous, c'est important que vous pensiez, bien sûr, au budget. Parce que bientôt, il y aura, je pense que même, on va se baser sur 2017 pour cette année, hein, à l'an près. On ne va pas se baser sur 2019. Donc déjà, on a déjà du retard entre 2017 et 2019. Hein. Moi, je ne suis pas financier. Donc moi, je m'interroge en tant que citoyen, justement, le lien qui existe entre moi, citoyen, contributeur, et l'élu que vous êtes. Parce que demain, en fait, moi, si je ne paye plus ma taxe d'habitation, en fait, je vais dire, monsieur le maire, c'est bien, mais je ne paye plus ma taxe d'habitation. Mon fils qui fait du football, le terrain de foot, comment on l'entretient, oui, bon, c'est une interrogation personnelle. Certainement bien ce qu'ils ont fait, mais enfin, bon, je pense qu'ils se rattraperont certainement sur du foncier ou autre chose. Voilà mon interrogation, c'était pas une bonne question. Excusez-moi, j'ai juste une dernière question. Est-ce que dans votre programme, si par exemple il y a un projet qui ne plaît pas aux citoyens qui sont contre, je veux dire par exemple, si vous décidez de faire une route à côté d'une école ou comme ça, quel est le pouvoir des citoyens de revendiquer leurs droits? Il faut revenir avec cette question, effectivement. Moi, je vais vous faire une réponse qui a les droits de veto, pour moi... Non, j'essaie de vous répondre, parce qu'il y en a qui parlent de droit de veto. Moi, le droit de veto, pour moi, ça existe aux Nations Unies pour le Conseil de sécurité. Non, je veux dire... Après,
Non, mais je vais vous répondre. Vous avez écouté attentivement ce que nous tentons de proposer. L'objectif, effectivement, c'est que les Saint-Pierrois deviennent des véritables acteurs. Donc on va venir interroger, encore une fois, je vous le dis, on ne va pas vous interroger pour la couleur des crayons. Oui, bien sûr. Voilà. Et sur des projets d'envergure, effectivement, on le fera aussi pour éviter des troubles. Encore une fois, je reprends l'exemple, et je le dis très souvent, la fameuse préemption de la maison du Pouille que le maire avait fait il y a quelques mois, qui a mis la marche arrière. D'ailleurs, je l'interrogerai, j'ai entendu dire que cette maison a été vendue. Je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'elle a déjà été vendue. Mais encore une fois, ce projet-là, s'il avait été travaillé, ne serait-ce qu'en amont, avec les habitants, le maire aurait certainement identifié tout de suite que c'était très très anxiogène et que les gens n'en voulaient pas. Donc voilà, si ça répond à votre question, le but de ce qu'on va essayer de faire pour éviter justement les pétitions, le trouble et la défiance, c'est de travailler le plus possible en amont. Non, moi je vous pose la question parce qu'en tant que contribuable, on en a marre de payer pour des projets où on s'endette, et en finalité, c'est toujours le contribuable qui paye. C'est ça le truc. Donc on veut bien être sûr que, voilà, on est là pour mettre de l'argent, ça c'est sûr, mais on veut savoir où il est. Bon. Mais vous avez raison. Voilà. D'accord. Et la philosophie de votre projet, il est là. C'est d'essayer peut-être d'être un peu plus mesuré, parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, on est d'accord, c'est l'argent. Oui, c'est sûr. Si on n'a pas d'argent, on va pouvoir avoir des projets, machin, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas les développer. Donc effectivement, notre stratégie, elle est d'abord là. Oui, tout à fait. Monsieur Favreau, je vais essayer de vous... Il n'y en a que deux. Non, vous répondre, mais dans votre intervention, vous avez un peu répondu à la... En même temps, quand vous parlez de fusion avec l'aglo, alors c'est pas tout à fait. Le mot fusion me gêne un petit peu. L'aglo permet de la visualisation, mais vous avez répondu, a permis de développer un certain nombre de structures qu'on n'aurait pas aujourd'hui. On les a nommées, la base d'audit de menaces communautaires. Mais l'aglo, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu. Le pôle culturel à Saint-Pierre. Moi, je suis partie des gens qui sont extrêmement fiers d'avoir un pôle culturel à Saint-Pierre avec une aura régionale, voire même un peu plus. Il est absolument magnifique ce bâtiment et tout le travail qui peut être fait pour remercier ça. Il y en a d'autres, et pas qu'à Saint-Pierre. Je cite souvent la plateforme sociale, qui est une structure qui a été créée de façon communautaire et qui fait un travail absolument remarquable au service des plus démunis. Donc tous ces actions-là, sans l'aglo, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu les traiter. Alors après, parler de fusion avec l'aglo, je ne suis pas tout à fait d'accord, si vous voulez, il y a l'aglo sur lequel on travaille et Saint-Pierre-du-Mont doit être un acteur, on doit redevenir plutôt, un acteur beaucoup plus fort au sein de cette collectivité. Et après, Saint-Pierre-du-Mont, c'est Saint-Pierre-du-Mont, on doit garder d'autres identités. Si vous voulez, je ferai un jeu de mots entre fusion, mutualisation, vous voyez ce que je dis. Voilà, vous avez répondu aussi à ma question. Bon, c'est parfait. Je vous en remercie. D'autres questions? Bonsoir à tous. Voilà, je fais partie, moi, au niveau associatif, donc du club de foot de Saint-Pierre-du-Mont depuis pas mal d'années. Parce que moi, j'ai connu la création du club en 78 et je suis arrivé à Saint-Pierre en 68. Je suis un enfant de la Moustaille, qui plus est, et le projet du club de foot, il sort de la Moustaille. Pour faire le lien, puisqu'on parle souvent de la Moustaille, et de ce qui peut ressortir de la Moustaille au niveau associatif, et ça en fait partie. Donc on a évolué, on a eu beaucoup de difficultés au départ pour l'évolution, tout ça, les terrains. Alors moi je vais en venir au terrain, je ne vais pas vous raconter l'historique, parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Je connais un peu le sujet. Voilà, oui, je me doute, parce qu'on a l'impression quand même que sur la plaine de Menace, ça devient de plus en plus compliqué d'évoluer dans de bonnes conditions. Alors nos amis de l'Ovalie, heureusement pour le ballon rond, ils n'ont pas trop d'école de rugby, ce qui fait qu'ils n'utilisent pratiquement pas les terrains. Et du coup, nous, on nous met sur les terrains rugby, on nous fait tourner sur tous les terrains pour ne pas trop les abîmer, ce qu'on peut concevoir. Mais ça pose quand même pas mal de problèmes, puisque nous,
vu que c'est compliqué au niveau budget, on a dû augmenter un petit peu le prix des licences. Les parents se manifestent aussi quand on leur dit sans arrêt qu'il n'y a pas d'entraînement parce qu'on ne peut pas jouer, il y a un arrêté, etc. Le match est reporté. Alors ça se fait partout, le temps est exécrable. Donc je conçois aussi que voilà, c'est normal, il y a des choses qui sont normales, et c'est pas contre ça que je le dis. Mais il y a eu une grosse dégradation des installations, depuis 1998 notamment. Il y a eu des travaux faits au fur et à mesure, mais on a l'impression que c'est des rustines qu'il y a eu plutôt qu'autre chose. Alors, il y a tellement de choses, vous parliez au centre-ville du stade que vous vouliez faire, le City Stade. C'était très bien ça. Alors nous, on avait un projet sur un synthétique, ça je sais que c'est très compliqué, financièrement il y a plein de choses. Alors on a des subventions de l'APD au niveau régional, au niveau national, il y a plein de choses, parce que j'ai discuté avec le président du district, qui m'a donné quelques tuyaux aussi pour essayer de monter un dossier. Bon, ça coûte très cher, voilà, je conçois qu'il y a eu beaucoup d'argent mis dans le complexe de sport, on ne pourra pas tout faire. Mais il n'empêche qu'il faut prendre des décisions à un moment donné, parce qu'en haut, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'a plus de rangement pour rien, on ne peut pas ranger le matériel, tout se dégrade. Il y a les chapiteaux qui, cette semaine, ont fallu s'envoler, parce qu'avec le temps qu'il a fait, ils sont à moitié ouverts, donc ils ne tiennent pas. Alors les gens, souvent, quand ils arrivent, les équipes adverses, quand ils arrivent chez nous à Menace, ils nous disent « Ah, vous avez une belle plaine des jeux ». Mais en général, quand ils repartent, ils disent « C'est dommage que vous ayez des terrains comme ça ». Malgré ce que... Alors, je ne mets pas en cause ce qui est fait par l'équipe du service technique. Et, voilà. Ils font du boulot dessus, mais là, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Nous, on a 300 licenciés, on a toujours une grosse école de football. Je crois que l'image de l'école de football Saint-Pierre est importante, on fait quand même de belles choses. On a l'impression de ne plus avoir la main. C'est-à-dire qu'on nous met là où on doit s'entraîner, on n'a plus vraiment la main. On ne sait plus sur quel terrain on va s'entraîner, on va nous mettre un coup là, un coup sur l'autre terrain. Et moi je pense qu'il y a des priorités. Alors l'éclairage, je ne sais pas comment il tient encore. Pardon, je vais vous rendre le micro. L'éclairage, je ne sais pas comment il tient encore, parce que c'est pareil, il est lamentable. Il y a même un endroit où c'est dangereux, d'ailleurs, sur le terrain de la ferme en cours, où il n'y a qu'un projecteur d'un côté, ça, et donc les locaux de rangement. Alors la salle où on reçoit les équipes adverses, cette salle-là, alors le maire, pas le maire actuel, mais le maire précédent, nous avait dit, vous verrez, quand vous passerez en 98, vous verrez, vous ferez vos Noël là, et vous pourrez faire des locaux, tout ce que vous voulez. La salle, on y rentre peut-être 30 personnes, on est déjà à 7 heures. Voilà. Donc, je vous laisse répondre, parce que c'est pour être très long, mais je ne veux pas vous embêter. Non, mais vous m'embêtez pas, et je vous en remercie d'avoir posé cette question et d'avoir mis le doigt là-dessus, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai certainement oublié un certain nombre de choses que vous pouvez retrouver dans nos propositions dans le journal de campagne. Sur la partie du plateau sportif, dans une logique de politique sportive globale, quand on dénonce, je ne veux pas avoir l'air d'insister, mais quand on dénonce effectivement l'investissement extrêmement important sur le COSEC, ce n'est pas que l'investissement lourd sur le COSEC, c'est le manque d'équilibre. Le manque d'équilibre, franchement, depuis le début, avec Alexandre, on l'a souvent dit en conseil municipal, faisons un truc un peu plus bas pour venir mettre peut-être 1 ou 2 millions qui avaient de l'argent à mettre sur le plateau sportif parce qu'il y a des besoins. José à côté, qui a un regard avisé sur le foot, me le rappelle très souvent, sachez-le. Alors, vous avez dit un certain nombre de choses. Il faudra, j'ai rencontré les responsables de la section foot. Il y a eu des doléances, des demandes qui ont été faites. Moi, encore une fois, toujours dans la philosophie dans laquelle on essaie de se mettre, les promesses, c'est pas mon truc. Je pense en particulier au terrain synthétique. Mais dans la question, vous avez un peu répondu en même temps, parce qu'effectivement, c'est un truc idéal. Je me suis un peu renseigné. Ça coûte vraiment très très cher. Ça coûte vraiment très très cher. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on est franchement les moyens. Ça pourrait servir aussi aux écoles. Vous avez raison. Mais il faudra y réfléchir peut-être pour les prochaines années, en
qu'il y a des investissements à court terme à faire, vous les avez évoqués. J'ai cru comprendre qu'il y avait des stratégies sportives extrêmement fortes sur le foot, qui demandera fatalement de faire des investissements. Si les clubs veulent continuer à monter, je pense à l'éclairage en particulier, et je pense à un travail à faire sur les terrains de foot en particulier. Pour revenir sur le clubhouse, je ne sais pas si on peut appeler ça un clubhouse avec une dalle, avec des tentes, bon, ça a fait son chemin. Je l'ai promis également, je me suis engagé en tout cas, on fera un clubhouse type de ce nom, qui pourra être utilisé peut-être en partie avec le rugby sur des réceptions, même s'ils ont la maison derrière. Mais en tout cas, effectivement, le club 320 enfants, je crois. Bon, effectivement, vous avez bien résumé les choses. J'en discute souvent avec des sportifs de l'extérieur qui viennent. Waouh, vous avez un cadre sportif qui est super. Et sur les installations de réception, il y a un petit côté d'offre, effectivement, qu'il faut absolument plus. En tout cas, sur l'éclairage et sur le clubhouse, on engagera un certain nombre de choses à faire. Oui, après. J'ai deux petites questions à vous poser, après je ne vous embête plus. Au niveau des logements associatifs sur la ville, je sais qu'on a une obligation d'avoir 25% des logements associatifs, sociaux, sous peine d'une amende annuelle. En 2014, le taux était de 12%, c'est arrivé maintenant à 18%, d'après ce que j'ai lu. Je voudrais savoir si vous êtes élu, est-ce que vous continuerez à construire des logements sociaux pour arriver sur cette barre de 25% afin d'éviter de nouvelles pénalités? Et la deuxième question, c'est cette salle du temps libre où il y a des petites salles pour les associations, il y a des associations qui utilisent cette grande salle. On y fait des lotos, on y fait des soirées, malgré tout, même si elle est entourée de plein de bâtiments. Et c'est le point vital où se passent les fêtes de Saint-Pierre-du-Mont. J'ai vu sur votre programme que vous vouliez mettre une micro-crèche, une bibliothèque, si je ne me suis pas trompé. Quel sera l'avenir des associations à ce moment-là qui organisent des soirées ici ou des après-midi? Et de fait, est-ce que les fêtes de Saint-Pierre pourront continuer à utiliser cette salle? Je dis, monsieur. Merci. Alors, pour les logements sociaux, vous avez rappelé les règles de la loi, on n'est pas là-dessus. Effectivement, on est monté de 14 à 18. Mais pour répondre à votre question, bien évidemment, moi je suis un légaliste, vous savez, la loi, il faut tenter de la respecter, donc on tentera de le faire, mais il me semble que le PLU et le PLUI, maintenant, imposent un certain nombre de choses sur les programmes classiques, avec un taux de logements sociaux à venir intégrer. Donc aujourd'hui, il faut continuer à le faire. J'ai parlé d'essentialité 10, vous pouvez imaginer, de toute façon, les documents d'urbanisme nous l'imposera. Donc on ne le fera pas n'importe où, on le fera de façon concertée. Je reprends un exemple, si vous le permettez. Pour ceux qui connaissent, plus route de Grenade, extérieur rocade. Un lotissement qui s'appelle le lotissement de la forêt. Un quartier résidentiel, excessivement calme, très très loin des commerces. Les routes de Grenade, je ne sais pas si vous voyez, juste sur le nouveau rond-point qui dessert le Grand Monde. Le maire a signé un permis de construire de 47 logements. Alors, je n'ai même pas été vérifié si c'était du social ou pas du social, mais peu importe. Il doit y avoir une partie du logement social, parce que les documents d'urbanisme le réclament. Mais on est faire 47 logements collectifs dans un lotissement calme, paisible, extérieur, rocade, à quelques mois du PLU qui l'interdit. Si vous voulez, on aurait signé ce permis de construire, on aurait voulu, le maire aurait voulu signer ce permis de construire aujourd'hui, il ne pourrait pas. Il a fait que quelques mois avant
le PLUI, alors qu'il savait pertinemment, parce que le maire participe aux travaux. La mise en place du PLU, c'est 4 à 5 ans de travail. Il a participé à un certain nombre de travaux, il connaît parfaitement les règles du PLUI, et malgré tout, il a quand même signé ce permis de construire de 47 logements. Alors je ne sais pas si ça se fera, ce projet. Il semblerait qu'il a, j'ai parlé de troubles et de défiance, au lotissement de la forêt, du trouble et de la défiance, je peux vous garantir qu'il y en a. Donc, pour répondre à votre question des logements sociaux, oui, on en fera, mais on le fera de façon plus pertinente et de façon à discuter avec les habitants. Et on ne viendra pas, pour être clair, on ne viendra pas leur mettre une barre d'immeuble à côté de chez eux, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La deuxième question sur la salle du temps libre. Effectivement, sur notre action, on parle du ludothèque, du crèche. Donc, encore une fois, on s'est certainement mal exprimé, mais ce type de structure ne vient pas prendre la totalité de la salle. Vous l'avez dit, il y a un certain nombre de salles derrière qu'il faudra aménager. Une micro-crèche, ça prend très peu de place. Une ludothèque qui ne sera pas forcément ouverte du lundi au dimanche. Ça fait partie des leviers d'action que l'on veut mettre en place. Donc il n'est pas question de changer ou de vous interdire dans le tissu associatif sur cette salle, bien évidemment. Et la troisième question, c'était les fêtes de Saint-Pierre, effectivement, qui utilisent cette salle. Pour les fêtes, je pense qu'il faut continuer à perdurer les fêtes de Saint-Pierre. Peut-être qu'elles sont faites aujourd'hui. Bon, il me semble qu'il faut nous redonner un peu de peps. Et il n'est pas question de revenir sur ce qu'il fait. Le comité des fêtes, me semble-t-il, fait du travail. C'est du travail bénévole, ils le font du mieux qu'ils peuvent. Et il faut plutôt continuer à les encourager plutôt que leur interdire. On va jamais voir un coup, là, c'est pas possible. Il y a une dernière chose, c'est parce que vous avez parlé des logements sociaux, qu'ils n'ont rien à faire avec les autres montagnes. Vous avez parlé des logements sociaux, qu'ils n'ont rien à faire avec les autres logements. Non, j'ai pas dit ça. Pas dit ça. Non, mais ils n'ont rien à faire. C'est parce qu'ils sont loin. Oui. Non, attention. Vous avez raison de me reprendre. Alors, je me suis mal exprimé. Je n'ai jamais dit qu'ils n'ont rien à faire là parce qu'ils sont dans un lotissement. C'est parce qu'ils sont loin de tous les commerces. Et aujourd'hui, les documents d'urbanisme, pardon, je me suis mal exprimé, mais les documents d'urbanisme disent bien que les logements sociaux en particulier et collectifs de façon générale, il faut plutôt les faire à proximité des écoles, des services, des commerces. Et là, on est loin de tout, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Donc c'est... Voilà. Et aujourd'hui, ce permis de construire, s'il est dit dénoncé, on verra bien, il semblerait qu'il y a quelques procédures sur ce sujet-là. On verra bien ce qu'il en sort. Est-ce que je peux vous inviter à boire un coup? Écoutez, je vous remercie à toutes et à tous, et je vous invite à prendre un verre tous ensemble. Merci à vous.